La rencontre de ce matin porte sur le régime présidentiel, le régime parlementaire, les régimes politiques. Il faut à l'Afrique des institutions fortes. Des textes et institutions sont proposés. Des hommes font également l'histoire. Au nombre de ces hommes, l'un est tombé hier, le président John Atta Mills. Je souhaiterais qu'en parlant de régime politique, en quête desquels l'on trouve l'Afrique, nous puissions saluer sa mémoire avant de continuer, s'il vous plaît. Merci. Alors, l'idée m'est venue par une boutade, parce que juste au moment où je m'apprêtais à partir, permettez, mon épouse qui me dit « mais tu vas parler du régime présidentiel ». Et Atta Mills vient de mourir. Quel est le régime du Ghana? Je lui ai dit, ce n'était pas la question qui m'est posée, donc je ne répondrai pas. Mais enfin, je crois que le président Coulibaly Mamadou pourra répondre utilement. Utilement, pourquoi? Pour des raisons simples. C'est un ami et frère, en tant que professeur Coulibaly, mais c'est également quelqu'un qui a côtoyé, contrôlé, vu, touché l'exécutif, au sens propre et au sens figuré. Pourra peut-être répondre. Voilà. Merci. Au cœur du pouvoir, donc, la théorie de la séparation, et comme fruit de la séparation, l'éclosion, le foisonnement, l'inflation des régimes politiques. Complexité dans laquelle notre époque se trouve complètement teintée parce qu'il y a des régimes purs et impurs, des régimes classifiés et bariolés. Il urge peut-être pour décanter, de s'asseoir, de marquer un temps, de s'offrir un répit, une rétrospective. C'est le moment de faire une trêve des régimes politiques, peut-être pour en percevoir l'essence et le sens. En saluant donc l'initiative heureuse et audacieuse que nous offrent conjointement Friedrich Ebert et Audace Institut Afrique, je voudrais me réjouir de devoir m'en tenir, à la demande des organisateurs, à planter un décor, le décor des fondamentaux, et dans ce décor, prétendre que, contre toutes les idées reçues, au commencement était le régime présidentiel, à l'arrivée, le voici, le régime présidentiel. Non pas qu'il fût le seul ou le meilleur, mais il a conservé à travers des siècles une originalité, curiosité admirable, puisque son modèle est limité, réussi en tout cas à un seul État. Le régime présidentiel a pris naissance en Grande-Bretagne, mais la dénomination alors n'existait pas. Il a été exporté aux États-Unis et a été institué par la Constitution en 1787. Mais notez qu'il s'agit là d'une requalification de la monarchie britannique. On comprendra pourquoi le président est aussi fortement implanté. Ce régime, à la différence d'autres, tels que le parlementaire par exemple, a des caractéristiques qui permettent d'en déterminer la spécificité, la spécialisation des pouvoirs par la séparation. Autre élément, le monisme de l'exécutif, président détenteur exclusif du pouvoir exécutif. Il y a également la légitimité d'élection au suffrage universel, direct ou pas, on pourra le voir. Et il y a le fédéralisme, se combinant avec le jeu des partis. Dans la fidélité à l'idéologie de la démocratie libérale, qui voudrait que les pouvoirs soient séparés et que les droits soient protégés, sécurisés, le système politique américain, qui est dit de séparation rigide des pouvoirs,
n'admettent pas moins des infléchissements nécessaires à la vitalité, à la viabilité du système politique. De sorte que deux traits sont à relever. Dans le régime politique, il y a l'indépendance organique affirmée des pouvoirs. Ce sera le premier point. Mais en même temps, à cette indépendance organique affirmée correspond l'interdépendance fonctionnelle recherchée entre les pouvoirs. Deux points donc, indépendance organique affirmée des pouvoirs et interdépendance fonctionnelle recherchée entre pouvoirs. D'abord, le régime présidentiel ou l'indépendance organique affirmée des pouvoirs. L'auteur, Jacques Chapzal, écrit que le régime présidentiel est celui dans lequel les pouvoirs s'absorbent et s'isolent. Ils s'absorbent et ils s'isolent car il s'agit, bien sûr, quand on prend à l'initiale le régime présidentiel, on ne retiendra de la séparation des pouvoirs que la mise en exergue des deux pouvoirs politiques, c'est-à-dire l'exécutif et le législatif. Au passage, nous reviendrons tout à l'heure à un débat qui a été soulevé par M. Traoré concernant donc la place du judiciaire. Un exécutif indépendant et fort, le président, auquel correspond un législatif indépendant et fort, le Congrès. D'abord, le président, il est indépendant et fort par son statut. Sa désignation est faite sans que n'intervienne, n'est-ce pas, le Congrès, le législatif. L'élection, bien sûr, connaît diverses étapes. Sélection du candidat par le parti, élection au suffrage indirect, avec intervention des caucus, des primaires. Puis, lorsque le président est élu, il y a également une statue qui est donnée par le mandat. Mandat de 4 ans, où il est seul, j'allais dire, à bord du navire Amérique. Et le mandat aussi peut connaître une interruption, si cela advient, seulement alors l'homme de l'ombre de l'exécutif au sommet pourra prendre le devant de la scène, comme ce fut le cas pour Johnson, par exemple, en 1968. Mais l'on dira que dans l'hypothèse où le mandat va jusqu'à son terme, le président reste, le président fort et indépendant, notamment avec le fonctionnement de la présidence qui est appuyé sur divers collaborateurs, secrétaires, conseillers, entre autres. Le président également est fort et indépendant par les attributions qui lui sont reconnues par la Constitution. Il dispose du pouvoir réglementaire pour édicter les textes nécessaires à l'exécution des lois. En temps de guerre, il peut prendre des décisions allant beaucoup plus loin que de simples exécutions ou réquisitions. Il dirige l'administration fédérale. Il est le chef des armées. Il conduit la politique extérieure. Il intervient dans la procédure législative parce qu'il a un droit de veto, qui peut être un veto simple, de faculté d'empêcher, ou bien un pocket veto quand il s'agit de promulguer la loi. Et le président, entre autres, dispose du droit de grâce ou du droit pouvoir pour nommer les juges à la Cour suprême, notamment avec l'accord du Sénat. Ce président, donc, est fort parce qu'il est dressé dans une forteresse constitutionnelle où ses pouvoirs sont clairement établis et garantis. En face, un législatif indépendant et fort, c'est le Congrès. Le Congrès américain de la Constitution de 1787 a été mis en place dans l'optique bilatérale, on dira bicamérale. Il y a une désignation d'un membre du Congrès et puis certaines attributions qui leur sont reconnues. Les deux chambres du Congrès, c'est la Chambre des représentants et le Sénat. La Chambre des représentants, composée de 435 membres, élus au suffrage universel direct et au scrutin uninominal majoritaire à un tour. La durée de leur mandat est de 2 ans et le nombre des représentants varie selon l'importance des populations des États fédérés. Les circonscriptions ne sont pas découpées en chambres de représentants, mais entrent dans les parlements fédérés. Pour le Sénat, on dira qu'il s'agit de la représentation des États fédérés et chaque État a droit à 2 sénateurs, quelle que soit sa population, soit 100 sénateurs à raison de 50 États et 2 par État.
Les sénateurs sont également élus au suffrage universel direct, mais pour 6 ans, renouvelables, par tiers tous les 2 ans. Renouvellement qui coïncide donc parfois avec celui de la Chambre des représentants. Et pour le fonctionnement, le Congrès a 2 assemblées qui se réunissent en même temps pour une session qui dure de janvier à juillet. Dans chaque assemblée, il y a des commissions permanentes spécialisées dont le pouvoir est énorme. Elles peuvent empêcher l'inscription d'un ordre du jour par rapport à un texte. Elles peuvent faire comparaître toute personne susceptible de livrer des informations utiles à leur travail. Ce pouvoir a permis au Congrès de contrôler étroitement l'exécutif et d'assurer l'atténuation donc de la séparation des pouvoirs. Les attributions du Congrès sont nombreuses et on peut les dissocier selon qu'il s'agit de celles qui leur sont communes aux 2 chambres ou de celles qui sont propres au Sénat. Les 2 chambres ont en commun des fonctions législatives, des fonctions constituantes, des fonctions juridictionnelles. Je pense que ce n'est pas indispensable d'y revenir, cela se comprend. Quant au Sénat, en plus de ses fonctions déclinées, le Sénat a des pouvoirs en termes d'attribution politique, par exemple, accord pour la nomination des secrétaires du président, attribution administrative, par exemple, le Sénat donne son accord pour la nomination des hauts fonctionnaires, attribution diplomatique, le Sénat autorise la ratification des traités, et c'est un pouvoir énorme que parfois l'on cherche à contrôler, le chef d'État cherche à contrôler par la technique de l'executive agreement. Au total, du point de vue organique et des pouvoirs, le régime des États-Unis est présenté donc l'archétype, la séparation rigide, chaque pouvoir étant cantonné dans sa zone. On aurait dit en termes ivoiriens, les parkings sont partagés. Et pourtant, si cette séparation était si rigide, si étanche, il y aurait fort à parier que le régime serait invivable. Montesquieu, qui en avait suggéré l'idée à la suite de John Locke, avait également trouvé qu'il fallait, malgré cette séparation, que les pouvoirs trouvent à aller de concert. C'est-à-dire qu'ils restent indépendants dans leur structure, leur institution, et qu'ils soient dépendants, ou plutôt interdépendants, dans leur fonctionnement. Deuxième point donc, le régime présidentiel et l'interdépendance fonctionnelle recherchée entre les pouvoirs. Montesquieu l'a dit, et je cite, pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Que le pouvoir arrête le pouvoir, c'est-à-dire que par l'interaction, les organes d'État nommés pouvoir trouvent un équilibre, trouvent une concertation à défaut de collaboration, comme on le dirait pour le régime parlementaire. Et pour cette interdépendance, pour cette recherche d'équilibre, l'on peut voir qu'existe d'une part l'influence ou la pression du président de la République sur le Congrès, d'autre part l'influence ou la pression du Congrès sur le président. S'agissons d'abord de l'influence ou de la pression du président sur le Congrès. Elle passe par divers moyens qu'on peut regrouper en 3. D'abord, la stratégie de la persuasion et de la négociation. Ensuite, le recours en tant que besoin à la contrainte. Et enfin, le secours de la fidèle exécution des lois. La stratégie de la persuasion et de la négociation, eh bien, c'est par exemple le parlementarisme de couloir. Le président est en mesure de développer toute une stratégie de persuasion qui l'amène à négocier sur certains points, vrai marchandage, avec certains membres du Congrès pour des problèmes politiques précis pour lesquels il a besoin du concours du législatif. Et les 2 chambres possédant un pouvoir d'initiative, le président pourra alors, par cette diplomatie de couloir, permettre que son intervention, tout au moins indirecte, puisse être prise en compte. Également, dans la stratégie de persuasion et de négociation, il y a les droits de messages adressés au Congrès, qui sont également
des points par lesquels le président trouve à s'adresser à la fois et aux congressmen et à la nation pour se faire entendre sur l'essentiel de ce qui peut être l'orientation politique. Également, comme stratégie de persuasion et de négociation, il y a la pratique qui existe depuis le président Roosevelt, consistant à permettre à différents parlementaires de tous bords, différents congressmen de tous bords, de pouvoir participer à certaines réunions sans tenir compte d'étiquettes partisanes à la Maison-Blanche. Ces éléments donc permettent qu'il puisse, n'est-ce pas, exercer son influence et sa pression. Et lorsque, par la persuasion ou la négociation, il n'a pu atteindre ses fins, eh bien, il va recourir à la contrainte. Deuxième élément. La contrainte, eh bien, c'est ce qui est qualifié dans la Constitution de veto. Le veto en matière d'initiative, parce que le chef de l'État n'a pas l'initiative, mais il peut s'opposer, n'est-ce pas, à certains points ou certaines dispositions dans une loi. Également, il y a à côté du veto, qui est la faculté d'empêcher, ce qu'on appelle le pocket veto, consistant, donc une fois que la loi est déjà adoptée, à retarder ou à différer, n'est-ce pas, la promulgation, techniquement pour gagner du temps et peut-être faire échec à cette option si elle ne rencontre pas la politique mise en place. Ce veto a été utilisé plusieurs fois par Roosevelt, par exemple. On note dans l'histoire américaine que ce président, ce grand président, y a recouru 631 fois, dont 660 fois par veto, et très peu de cas, le veto a pu être repoussé. Troisième élément, en dehors de la persuasion et de la contrainte, c'est l'exigence de fidèle exécution des lois. Le président, en tant que chef de l'État et chef du gouvernement, n'est-ce pas, recourt à l'exécution des lois qui s'appliquent d'abord pour l'ensemble de la fédération dont il est le chef. Ensuite, des pouvoirs lui sont conférés par la fédération, mais ces pouvoirs ne sont pas toujours utilisés avec la même importance. Cela dépend des domaines. Par exemple, le New Deal a pu voir une intervention très présidentielle par rapport à d'autres présidents qui avaient moins d'envergure, et l'orientation aussi de la législation ségrégationniste a pu être une des zones, notamment sous la présidence de John Kennedy. On peut également relever que l'application fidèle des lois peut être retardée par certaines affaires, telles que par exemple le Watergate ou l'Iranian Gate. Autant de points qui, malgré leur présence, n'édulcorent en rien la possibilité qu'il y a pour le président d'agir et d'influencer le Congrès. Enfin, dans le domaine de la politique étrangère, l'ascendant de la présidence est très affirmé, plus nettement, puisqu'il y a des dispositions constitutionnelles et parfois cette politique extérieure est personnalisée par la diplomatie croissante en fonction du chef de l'État et de sa coloration. Pensons par exemple aux différences qui peuvent exister entre le président Bush, Clinton ou Obama, dans le cas où les États-Unis sont concernés dans leur politique extérieure, surtout économique, commerciale ou militaire. Face donc à l'influence ou à la pression du président, il y a l'influence ou la pression du Congrès sur le président. Et également, le Congrès puissant, fort et indépendant dispose de 3 moyens d'influencer ou de faire pression sur le président. Le premier moyen, c'est le pouvoir de légiférer et de voter le budget que le Congrès détient. La procédure parlementaire aux États-Unis est complètement entre les mains des chambres qui ne sont pas sensibles à la discipline partisane. Toutefois, l'orientation fait savoir que, quelle que soit l'hypothèse, les tendances partisanes s'effacent lorsque le Congrès défend une position par rapport au chef de l'État. On l'a vu récemment, par exemple, quand il s'agissait du projet concernant la santé avec le président Obama, y compris dans son bord politique, il n'y avait pas une adhésion unanimitaire à ce projet qui a été critiqué, bien qu'à la suite, il ait pu être adopté. Également, pouvoir légiférer qui est très marqué en matière de vote du budget, parce que le Congrès peut faire pression là sur le chef de l'État et refuser des aides dans des zones très sensibles. Il va falloir alors revenir, en raison de ce moyen très puissant, à la négociation dont nous parlions, car la pratique ici, constitutionnelle, a pris le pas sur les textes. La séparation n'est pas étanche, mais elle est marchandée pour que l'on puisse arriver à bon port.
Deuxième moyen d'influence ou de pression du Congrès sur le président, c'est le pouvoir d'autoriser que détient le Congrès. Cette autorisation est très marquée en deux aspects. Le premier, c'est en matière de nomination, n'est-ce pas, des hauts fonctionnaires, ambassadeurs, ministres, consuls, et même des juges de la Cour suprême. Le poste a été créé par la loi, et c'est par la loi, c'est-à-dire par le Congrès, le Sénat, qu'il va falloir autoriser donc l'admission à nomination à ces postes. Le pouvoir d'autorisation du Sénat est aussi une contrainte importante quand il s'agit des traités. Le président négocie et ratifie, mais dans plusieurs cas, l'autorisation est donnée par le Congrès, et cette autorisation est très cher payée, en tout cas elle est marchandée avec beaucoup de parcimonie. C'est pourquoi, pour contourner la technique, le président va recourir bien souvent à la technique de l'executive agreement, qui permet de faire des traités en la forme simplifiée, mais traités auxquels la Cour suprême des États-Unis reconnaît la même force, la même valeur que les traités qui sont ratifiés en la forme solennelle. Enfin, dernier moyen de pression ou d'influence du Congrès sur le président, c'est le pouvoir de contrôler l'exécutif. Ce contrôle se fait à la fois par les commissions permanentes et les commissions d'enquête qui exercent un véritable pouvoir judiciaire, et ce contrôle se fait également par la mise en cause de l'exécutif, notamment avec la procédure d'impeachment lorsqu'il y a trahison, concussion ou autre crime ou délit. C'est l'équivalent de la haute trahison et la destitution. Dans cette matière, la mise en cause est faite par la Chambre des représentants et c'est le Sénat qui juge. Dans l'histoire des États-Unis, 4 fois, on a risqué l'impeachment avec Tyner en 1842, avec Andrew Johnson en 68, avec Richard Nixon en 74, avec Bill Clinton en 98. Mais il est clair que dans ces diverses hypothèses, le procès, j'aurais dit entre guillemets, n'est pas allé jusqu'à son terme. Soit que les parlementaires eux-mêmes ont couvert le président, soit que le président a démissionné, c'est l'hypothèse de Nixon, soit que les juges ont démissionné, c'est ce qui a libéré en partie, n'est-ce pas, Bill Clinton. Séparation des pouvoirs donc rigide en la forme, mais souple, conventionnelle et conventionnée, convenue dans le fonctionnement. Tel est le visage qu'on peut retenir du régime parlementaire, du régime présidentiel, si avantageusement accordé aux États-Unis comme modèle unique, comme modèle à l'originalité, défiant toute l'histoire des hommes. Mais lorsqu'on observe ce régime, lorsqu'on l'a parcouru, on ne peut conclure, car il y a encore beaucoup de non-dits. C'est pourquoi, pour marquer la pause, j'aimerais faire 3 remarques. La première, c'est que la séparation des pouvoirs est un principe solide, parce que solidement implanté dans les démocraties modernes. Et c'est en même temps un principe si fragile, parce que fragilement foulé aux pieds, c'est à la fois une lueur et un leurre. La deuxième remarque, c'est que dans l'histoire, divers régimes fondés sur la séparation des pouvoirs ont pu connaître des déviations d'essence et de sens en prétendant être régime présidentiel. La France a 3 fois s'y essayé sans y parvenir. Les États d'Amérique latine, mais aussi les États d'Afrique n'ont pu, n'est-ce pas, survivre. À défaut, se sont recroquevillés dans ce qu'on appelle présidentialisme, et qu'il faut peut-être falloir définir et repréciser. Troisième remarque, de nombreux régimes politiques ne peuvent rentrer dans cette classification théorique du régime présidentiel parce que les classifications, y compris des plus illustres, ramènent à une sorte de flou. Régime mixte, régime bâtard, régime sui generis, mi-parlementaire, mi-présidentiel, ni parlementaire, ni présidentiel, ou encore semi. Peut-être faudra-t-il revenir au pouvoir exécutif et pouvoir délibérant, au jeu entre majorité et minorité. Mais malheureusement, cette offre même est incommode parce qu'elle limite encore le pouvoir du peuple à une fonction épisodique de nomination ou d'approbation. C'est pourquoi, confronté à cet ordre, où le peuple souverain paraît absent, du moins alors qu'il est à l'origine du pouvoir, il en est la source,
Le régime présidentiel, par son originalité qui le caractérise, relève d'une exemplarité minoritaire et limitée et nous engage à dire que ce régime doit prendre toute la mesure d'un double risque encouru. L'Amérique n'est pas à l'abri du risque constitutionnel de se tromper. Et le président des États-Unis, qui, dans ce régime, préside du haut du ciel, doit craindre instamment de tomber par terre, c'est-à-dire de sombrer dans un régime parlementaire. Merci.